Paris, mégapole internationale, capitale de la France mais aussi symbole de la culture française. Paris nous montre un visage des plus somptueux. Vous trouverez dans cette ville une chaleur atypique, et ses clichés parfois véridiques ne s'avèrent point coiffés du honteux. Ville souvent reconnue pour sa gastronomie, elle rassasie les plus voraces et elle attire les plus curieux par son doux parfum d'intellect. Le sage, lui, ne tombera pas dans le gouffre mais dans le puits, et il se régalera des thèses et récits où l'on trouve parfois à redire. En 1924, un événement des plus discrets souffla une lueur d'espoir sur chaque pavé parisien. Et pour celle que les hommes baptisent Ville Lumière, Dieu l'honora de l'un de ses plus grands flambeaux. En l'espace de 24 heures, à Paris s'ajouta un monument, celui d'un immense minaret blanc. En octobre 1924, 6 ans après la Première Guerre mondiale, la France est dans une période appelée les années folles. Ces années symbolisent un peuple qui sort d'une guerre à la fois victorieux et défaitiste. Les pertes matérielles sont conséquentes et le traumatisme dû à l'horreur de la guerre provoque une nouvelle mentalité. Le peuple alors se dirige vers une grande insouciance, une folle envie de consommation, d'où son nom, les années folles. Les cabarets et les beuveries sont les lieux à la mode. L'homme part alors à la quête de désirs à satisfaire. Un nouveau confort apparaît avec l'émergence de l'électroménager. Les indices économiques sont au plus haut, mais ce désir de profiter lié à cette croissance engendre de surcroît un féroce individualisme. Cette tendance est véhiculée par un désir de paix intérieure, provoqué par la guerre, mais aussi piégé par l'idée d'un nouveau conflit. C'est cette incertitude du lendemain qui conduit à l'envie du profit d'aujourd'hui. La guerre incitera également un mélange des peuples lorsque les alliés combattent ensemble, mais aussi lorsque les colonies sont appelées à aider la France. Ce mélange et la forte croissance économique favorisera l'émergence d'un nouveau monde, et les futures découvertes telles que l'or noir ou le développement des sciences et de la technologie ont été les catalyseurs du monde d'aujourd'hui, un monde totalement ouvert. C'est dans une optique d'ouverture, mais avec des avis divergents, que Paris décidera d'être un lieu d'accueil pour l'islam, lorsque la France accepta la construction de la grande mosquée de Paris. Salli ala Nabina. Il a fallu 4 ans pour construire l'édifice religieux. La construction débuta le 19 octobre 1922 pour finir le 16 juillet 1926. La mairie de Paris est partie prenante dans ce projet puisqu'elle a cédé le terrain où la mosquée fut érigée. Cet endroit était l'ancien hôpital de la Piété. Étonnamment, ceux qui ont initié la loi de 1905 comme Édouard Herriot ou Aristide Briand voteront la loi de 1920 qui permet à l'État de financer le projet en grande partie. La construction doit être comprise de prime abord comme un acte de reconnaissance à l'égard des dizaines de milliers de musulmans morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Si le geste de reconnaissance à l'égard de tous les musulmans tombés pour la France est indéniablement lié à la construction de la Grande Mosquée de Paris, il ne faut pas pour autant oublier le contexte historique dans lequel cette décision est prise. L'Algérie est une colonie française, le Maroc et la Tunisie sont des protectorats. Pascal Blanchard, historien et documentariste, spécialisé de l'histoire coloniale et de l'immigration, explique ainsi : au-delà du désir réel de reconnaissance, les autorités politiques vont beaucoup s'intéresser à la mosquée de Paris en tant que lieu de contrôle des musulmans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, chef de la communauté Ahmadiyya, visita Paris en 1924. Il arriva au Havre le samedi 25 octobre à 8 h du matin par le ferry nommé Saint-Brice.
au départ de Southampton. De là, il prit le train jusqu'à Paris et fut accueilli par un dénommé M. Khalid Sheldek. Il séjourna à l'hôtel intercontinental Le Grand Paris pendant 6 jours, avec Zafrullah Khan et Maolana Abdul Rahim Dar. Le reste des Rouddam séjourna dans un hôtel sur la rue Rousseau à quelques pas de là. À l'époque, la communauté n'était pas tout à fait établie en ces lieux, mais une mosquée était en construction, la Grande Mosquée de Paris. C'était l'occasion pour le deuxième calife d'observer la prière dans une maison d'Allah, et ainsi de laisser une empreinte spirituelle à Paris. Mais c'est surtout une bonne occasion de créer un événement médiatique dans le but d'introduire la Jamaat. Le dimanche 26 octobre 1924, le calife a lancé un projet de tablir. Il ordonne à Abdul Rahim Dar Sahib de faire un comité pour contacter les journalistes et les politiciens et de leur faire parvenir un message de tablir. Ils ont fait un plan dans une réunion dès son arrivée ici en France, à Paris. Et ils ont divisé cette délégation en 3 groupes. Et certains pour contacter les journalistes, et le deuxième groupe pour contacter les diplomates, et le troisième pour avoir le contact avec différentes personnalités et la presse. Alors ainsi, même ils ont parlé de l'islam dans les rues de Paris, mais en même temps, le calife a rencontré plusieurs personnes, plusieurs journalistes. Ainsi, il a pu transmettre le message de Ahmadiyya, le vrai l'islam. Ce travail développa de nombreux contacts, et bien que la communauté n'ait pas été formellement établie, des travaux d'introduction furent cependant réalisés. Les interviews du Mesli Maoud, qu'Allah soit content de lui, se succèdent mais ne se ressemblent pas. Certaines personnalités rencontrent le calife, comme un capitaine du régiment du prince de Galles ou encore un représentant algérien. Le but de cette visite au voyage était que le calife lui-même, il a décidé de venir en Europe, y compris la France, pour analyser et évaluer l'état des habitants de ces pays de l'Europe. Et le deuxième but était que lui-même, personnellement, il rencontre certaines personnalités de ces pays, certainement à Paris, en France aussi, et puis de voir leur tendance, leur orientation et l'ambiance dans laquelle ils vivent. Et le troisième était qu'avec son étude personnelle de l'ambiance de la société et des habitants de France et de l'Europe, et il voulait faire un plan pour le diffuser le message de l'islam en Occident, afin qu'il puisse envoyer des missionnaires pour établir un programme de tablir et de diffusion du message de l'islam dans ce pays. Il y a 2 sources principales. La première source, c'était le journal de compagnon du deuxième calife, et 7 journaux qu'on a pu récolter, des journaux qui sont assez populaires en France, et c'est grâce à ces journaux qu'on a pu retracer un peu la visite du deuxième calife à Paris. Et c'est grâce à ces deux sources qu'on a pu savoir que le 29 octobre 1924, le calife est venu donc à Paris, et à la mosquée de Paris. Cet événement est relaté par les plus grands journaux de l'époque. Le quotidien qui se nomme Le Journal sort du lot. Son article nommé « Un entretien avec un continuateur du Messie et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam » relate en détail une interview avec Hazrat Muhsin Maud, le réformateur promis, publié le 3 novembre 1924. Dans ce passage, le deuxième calife expose dans les grandes lignes qu'est-ce que l'Ahmadiyya, en expliquant la venue du Messie promis alayhi salam. Il explique notamment le maintien du mouvement par le premier calife et la continuité par le deuxième calife. Et donc on sait par cet événement, le 29 octobre, c'était plus un événement médiatique. C'était à travers le travail de Abdul Rahim Dar Sahib,
C'était plutôt, voilà, il y avait beaucoup de journaux, ils ont interviewé la visite, le deuxième calife. Alors, parmi ces journaux, parmi ces 7 journaux qu'on a pu recueillir aussi, on en déduit aussi que le deuxième calife est venu. Donc, il y a par exemple un journal qui dit que le calife est venu et que qu'ils ont levé leurs paumes et qu'ils les ont mis devant leur front. Donc, c'était une prière silencieuse, hein, et que donc c'était un événement assez médiatique et c'est dans ce même entretien que le calife a aussi dit à M. Raymond qui était la personne qui a fait visiter le deuxième calife, hein, qui voudrait revenir le lendemain, mais qui voudrait revenir incognito. Donc il voudrait venir sans que ces médias soient là, ces journaux soient là, parce qu'il voulait se recueillir, justement, et faire la prière dans la mosquée. Dans la matinée du 30 octobre, il visite certains lieux tels que Versailles ou encore l'Opéra de Paris. Il est accompagné par Zafrullah Khan et Khalifa Taqiyuddin Saeb. Il avait fixé 15h30 pour la prière de Zohr et Asr à la mosquée de Paris. Il sort de l'hôtel après 15h et se dirige avec tous les khuddam vers la mosquée en voiture. Il pleut, mais la pluie est légère. Dans cette pluie de grâce, sa sainteté se dirige vers la mosquée. Certaines personnes ayant suivi les nouvelles sont là et attendent à l'extérieur. Donc le lendemain, le calife revient, hein, le 30 octobre, dans les alentours de 15h, et donc une personne qui s'appelle M. Raymond va faire visiter le calife, il va le faire rentrer, et donc ils arrivent devant la salle de prière, hein, là où il y a encore des constructions. On voit des personnes qui étaient là en train de travailler, qui essayent de nettoyer la place pour le calife, hein. Et tout ça, ça a été écrit justement dans le journal, hein. Tout ça, c'est écrit en détail. Le calife arrive devant le mihrab et donc demande à ce que l'appel de la prière soit fait. L'appel à la prière était le premier azan de la mosquée de Paris, suivi de la toute première prière que le calife a dirigée lui-même. Certes, ce n'est pas la première pierre qui fut posée par le deuxième calife, mais il s'agit de la première supplication adressée à Allah en ces lieux. Tout de suite après l'appel à la prière, le calife se lève, debout devant le mihrab. Le takbir fut donné et la prière commença. Et le calife précise que l'appel de la prière soit fait par Hafiz Saab, qui est arrivé et qui a fait l'azan, l'appel à la prière. Il est dit que l'appel de la prière a été fait d'une très belle voix, hein, très haute et qui a été assez mélodieuse. Les gens ont beaucoup apprécié. Je voudrais juste aussi préciser une chose, c'est qu'il y a des personnes qui étaient aussi venues voir, même si le calife voulait venir en inconnu, il y avait quand même des personnes qui étaient au courant de sa venue, hein. Donc il y a des personnes qui étaient là parce qu'ils ne savaient pas trop, hein, à cette époque-là, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Est-ce que c'était un calife, est-ce que c'était un prince? C'est pour ça qu'on a dans des journaux le fait que le calife soit un prince. Et donc il arrive et donc il demande à ce que l'appel de la prière soit fait. L'appel de la prière a été fait et le calife va diriger la prière de Zohr. Après la prière de Zohr, il va aussi diriger la prière de Asr. 18 khuddam sont présents, parmi lesquels on retrouve Abdurrahman Qadiani, Chaudhry Zafrullah Khan Saeb, Maulvi Abdurrahim Saeb Dard, Hafiz Roshan Ali Saeb, Mirza Sharif Ahmad Saeb. La nuit va bientôt tomber et il faut se préparer au retour. Le calife s'est levé rapidement après la prière pour partir, mais les gens lui demandent de rester un peu et proposent du thé et des biscuits. Alors le calife, quand il se lève pour repartir, hein, il y a des personnes qui sont là qui lui offrent du thé, des biscuits. Il faut savoir que le calife était avec 18 de ses compagnons, hein, parmi lesquels il y avait Abdurrahim Dard Saheb, Zafrullah Khan Saheb et Mirza Sharif Ahmad Saheb, hein. Donc des grands érudits, des grandes personnes célèbres, hein, de la Jamaat. Le calife va repartir, mais des biscuits lui sont proposés avec du thé, donc il accepte, il s'assoit, il parle un peu avec eux. Une fois qu'il a terminé, il offre donc 100 francs aux personnes qui lui ont servi le thé, et puis il va repartir, parce que le calife devait repartir justement juste après, il devait quitter Paris. Après avoir béni la mosquée de ses prières,
Sa sainteté remercie le staff, à travers Cheikh Saeb, pour l'effort qu'ils font dans la voie de Dieu. Il prie que Dieu les récompense dans ce monde et leur accorde l'honneur dans l'autre monde. Sa sainteté remercie également le gouvernement français pour ce bienfait. Tout cela est traduit par Cheikh Saeb en arabe, car la plupart de l'audience est arabophone. Alors que la pluie tombe encore, le calife repart à l'hôtel en voiture. La délégation se rend à la gare de Lyon à 20h30. La barrière de la langue et le lieu inconnu au Routam engendrent une perte de temps considérable. Lorsque le train est enfin repéré, les représentants de l'Ahmadiyya s'empressent de rejoindre leur compartiment. Et c'est par la grâce de Dieu que le train démarre quelques instants après. Mais la plus grande grâce réside dans le fait que pour un bref moment, Dieu nous honora de la visite d'un grand autre de marque. Comme le cite le quotidien Le Matin, un prince est venu à Paris. Ce prince est celui de l'Ahmadiyya. Dans le fief de ceux qui se sont eux-mêmes baptisés Lumière, je ne vois qu'une succession d'éblouissements éphémères. Et sur ma route à la recherche d'un guide, j'entends qu'un homme m'a rendu visite. Comme une étoile luisante dans le noir, je fixe du regard cette lumière céleste. Et voilà qu'en moi naît une lueur d'espoir, aussi bref que peut être son geste, que sa prière soit la clé de ma liberté. हर रूह को दीवाना